Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas venus précédemment, bienvenue à toutes et à tous à ce village suricate avec des stands et des conférences. J'aimerais vous présenter donc Monsieur Raymond Piccoli, ici présent, qui est le directeur du laboratoire de recherche sur la foudre et qui va nous présenter une conférence sur la foudre en boule. Raymond. Merci beaucoup. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et puis ravi, un vendredi après-midi comme ça. Normalement, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même un bel auditoire. Donc, je vais effectivement vous présenter le sujet de la foudre. Alors, phénomène orageux, mais je vais particulièrement accentuer sur la foudre en boule. Donc voilà, comme Monsieur Dier vous l'a dit, je suis astrophysicien et je suis le directeur du laboratoire de recherche sur la foudre, qui est composé de 16 chercheurs, ingénieurs et techniciens répartis sur 2 sites, sur notre site principal qui se situe aux États-Unis et sur notre site secondaire qui est en passe de devenir le site principal, qui est à Champs-sur-Tarentaine, ici même dans la commune, et ce depuis la fin de l'année 2009. Voilà, donc notre cœur de métier, c'est bien évidemment... c'est très particulier en fait notre fonction. Nous, on ne se concentre que sur les effets de la foudre au point d'impact. En gros, on ne se concentre que sur les dégâts que provoque la foudre et puis surtout toutes les anomalies qu'elle peut provoquer. Alors, soit au niveau de la matière, mais au niveau des végétaux, etc. Donc, on le fait essentiellement on a deux voies de recherche. On a de la recherche pure et dure qui est de l'analyse, de l'investigation, etc. Recherche fondamentale, donc en laboratoire. Et puis on a au moins, on essaie toujours de se tenir sur la moitié de notre temps qui consiste à travailler là où on peut être sujet à pouvoir avoir les données directes avec la foudre, donc sur le terrain, au cœur de l'orage. Donc ça nous impose de traquer les orages, comme on dit. Alors je n'aime pas le terme de chasseur d'orage parce que ça ne veut rien dire du tout. Un chasseur d'orage, j'en ai jamais vu un qui en a ramené, donc c'est pas, ou alors de très mauvais chasseurs. Ce sont plutôt des traqueurs d'orage. On le fait de 2 moyens différents. On a d'abord des moyens terrestres. Ce sont des véhicules qui sont équipés de certains instruments de mesure. Et puis nous disposons d'un certain nombre d'heures de vol annuelles. Donc ce sont des aéronefs qui nous sont dédiés de façon à pouvoir travailler directement en périphérie de l'orage ou parfois directement à l'intérieur quand le besoin s'en fait sentir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la foudre en boule, je vais quand même vous présenter un petit peu le processus orageux. On va commencer par le bilan annuel de la foudre, parce que chaque année, il y a une activité orageuse qui est d'une valeur changeante, parce que chaque année ne se ressemble pas, bien évidemment. Donc, pour l'année passée, pour l'année 2014, nous avons eu, vous le voyez, 28 foudroyés pour 116 fulgurés. Alors, j'emploie... Toujours, j'insiste très lourdement là-dessus, le terme précis, donc de foudroyer. Quand quelqu'un est tué par la foudre, il est foudroyé. Quand quelqu'un est blessé par la foudre, il est fulguré. C'est pas du tout la même chose. Et alors là, c'est au niveau de la presse, par exemple, c'est très communément repris, l'erreur est très communément reprise, où vous voyez souvent un accident en montagne, par exemple, accident de randonnée, 2 personnes foudroyées, heureusement, elles ont survécu. Alors ça, bien évidemment, c'est absolument impossible. La personne est tuée. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, vous savez, il y a des fois des gens un petit peu tatillons, et c'est très bien, et la personne me dit, mais alors, si une personne est touchée et qu'elle décède 1 heure après, de quoi est-elle morte? Alors, dans ce cas-là, elle aura été tuée par fulguration. Bon, c'est pas une année exceptionnelle, Pour l'année 2015, on a dépassé, on n'a pas fini l'année, bien évidemment, il y a encore quelques malchanceux qui vont traîner par-ci, par-là, mais là, on est déjà à 36. On est déjà à 36 foudroyés pour cette année. Au niveau des animaux, c'est beaucoup plus important. Il y a parfois des gens qui sont étonnés, c'est environ 20 000 têtes de bétail qui sont tuées chaque année. Alors il y a des gens qui sont étonnés en se disant, mais comment se fait-il qu'il y ait autant de bêtes qui soient tuées? Je peux vous dire que si vous prenez les pratiquement 70 millions de Français, que vous les mettez toute l'année dans les pâturages à 4 pattes, vous allez voir que le chiffre va considérablement augmenter. C'est exactement la même chose. Alors, nous maintenant, personnellement, on a arrêté la comptabilité des animaux. Pourquoi? Parce que, à part de faire un chiffre pour du chiffre, ça fait un chiffre impressionnant, certes, mais deuxièmement, la majorité des accidents maintenant concernent des exploitations véritablement industrielles. Quand vous avez
une porcherie avec 15 000 animaux qui est touché par la foudre, le feu se déclenche et vous avez 15 000 cochons qui périssent, ben c'est indirectement tué par la foudre et ça va rentrer dans ces chiffres-là. À un moment, ça ne veut plus rien dire, quoi, tout simplement. Au niveau du bâti, on prend toujours comme exemple les clochers. Hein. Pourquoi ? Parce que on a en France la chance d'avoir un pays qui est, d'un point de vue architectural, magnifique. Donc on a dans chaque commune, même le plus obscur petit village, soit une chapelle, soit une église, on a donc par conséquent un clocher. Alors c'est aussi par définition un édifice élevé. Et là on entre encore de plein pied dans la croyance, parce qu'avec la foudre, et puis plus généralement les phénomènes orageux, eh bien c'est sans aucune ambiguïté certainement, d'une part le sujet scientifique, hein, mais aussi le sujet populaire, parce que dans notre vie de tous les jours, les traditions, les cultes, les croyances par rapport à la foudre et à la crainte des orages sont profondément ancrées. C'est un autre sujet, mais on prend ça comme exemple, c'est aussi un édifice élevé, hein, le clocher, les bâtiments de ce type. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, écoutez, il y a un clocher dans le village, ça on me le sort couramment, il y a un clocher dans le village, donc les gens se disent, ou me disent en se rassurant, ah bah s'il y a un clocher dans le village, il y a forcément un paratonnerre, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est pas le problème, donc ça protège tout le village. On me dit souvent de ces choses-là. Alors moi je réponds toujours très, très courtoisement et très poliment, on m'a éduqué comme ça. Je leur dis oui, c'est vrai, mais on appelle ça un paratonnerre psychologique. Il suffit d'y croire pour que ça fonctionne. Vous voyez, effectivement, je peux vous dire que quand vous êtes au cœur de l'orage, parfois, la foudre, si elle veut bien, elle va frapper sur l'endroit le plus élevé, mais elle peut tout à fait simultanément frapper, allez, on va prendre l'exemple du clocher de Champs-sur-Tarentaine, elle pourrait tout à fait frapper le clocher, mais frapper simultanément le clocher et puis le proche périmètre, ou frapper carrément uniquement dans le proche périmètre. Donc les systèmes de protection fonctionnent à condition que la foudre veuille bien aller frapper dessus. Hein. C'est pareil pour tout. Hein. Je veux dire, si demain quelqu'un a l'idée saugrenue de vous offrir, allez, pourquoi pas un gilet pare-balles, ce serait saugrenu hein, comme idée, vous en conviendrez, c'est pas une raison pour vous déguiser en biche ou en cerf et aller couiner au fond des bois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépendra du calibre avec lequel on va vous tirer dessus, de l'arme du chasseur, etc. Eh bien, avec la foudre, c'est exactement la même chose. Elle ira si elle a envie d'y aller. Preuve que les faits sont comme ça, puisque en 2014, nous avons eu 328 édifices de ce genre touchés. Alors, quand on dit touchés, beaucoup plus l'ont été. Là, on ne comptabilise que les églises, que les clochers qui ont été sévèrement endommagés, voire détruits. Si c'est 2-3 tuiles qui ont volé, c'est pas très intéressant. Il faut quand même qu'il y ait des choses conséquentes. Eh bien, sur ces 328 qui ont été gravement endommagés ou détruits en 2014, 54 étaient équipés de paratonnerres. Donc vous voyez que c'est un très bon système de protection, mais comme tout système, bon, ça on le passe parce que c'est pas le sujet du jour, mais au niveau des appareils électriques, c'est environ 2 millions d'appareils électriques qui sont détruits. La très mauvaise, j'allais dire l'exceptionnelle mauvaise qualité de ces appareils, et d'ailleurs c'est certainement la seule chose que les fabricants améliorent chaque année, c'est ça, hein, c'est la mauvaise qualité, eh bien la foudre elle est considérablement aidée par ça. Avant, des appareils qui résistaient à certaines choses maintenant résisteront beaucoup moins, en particulier à tout ce qui concerne le flash électromagnétique de la foudre, cette onde électromagnétique qui peut aller détruire des appareils à de très longues distances. Alors c'est environ 17 000 incendies qui sont déclarés chaque année officiellement, c'est en réalité 25 000 probables. Pourquoi ? Parce que la foudre, elle a énormément de talent, mais elle en a deux qui sont très intéressants. Le premier, qui est de pouvoir déclencher des incendies qui sont retardés dans le temps. La foudre, elle peut très bien frapper maintenant, et l'incendie peut éclore, peut émerger quelques heures, parfois quelques jours plus tard. Bon, pour tout un tas de considérations techniques, c'est pas non plus le sujet du jour, donc je répondrai à vos questions si vous voulez par rapport à ça. Et puis la deuxième cause de cet écart assez important, eh bien c'est encore une idée reçue qui est celle de croire, de concevoir qu'il n'y a pas d'activité orageuse en hiver. En hiver, on a une activité orageuse, on peut même avoir des coups de foudre lors de chutes de neige relativement importantes. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que les systèmes de détection ne vont pas justement accrocher, détecter la décharge du fait qu'elle soit noyée dans un champ électrique extrêmement important provoqué par les cristaux de neige et les cristaux de glace qui sont dans l'atmosphère. Et puis souvent, on voit dans des rapports d'expertise quelque chose du style, alors c'est récurrent, hein, c'est entre le début novembre, à peu près maintenant, vous voyez, jusqu'au début du printemps,
s'il y a un sinistre, c'est récurrent. Hypothèse foudre impossible, c'est sous-entendu, on est en hiver, on ne vérifie même pas. Or, quand on revérifie, quand on revérifie, on ne le fait pas pour des compagnies d'assurance, on est strictement neutre. On le fait soit pour les magistrats, soit dans le cadre d'une procédure judiciaire, soit pour l'institution gendarmerie, pour l'IRCGN par exemple. Et on s'aperçoit, l'année dernière, on a revisité 11 rapports, et sur ces 11 rapports, en fait, il y en avait 3 qui étaient dus à la foudre et qui étaient passés tout à fait pour autre chose. Donc ça, c'est très intéressant. 8 à 10 000 dommages, pas impact, Le réseau électrique, il est touché plusieurs dizaines de milliers de fois, donc 8 à 10 000 dommages sur le réseau d'acheminement électrique. Là aussi, grande idée reçue, une ligne enterrée protège un petit peu mieux, mais pas complètement contre la foudre. Elle peut aller à de très très grandes profondeurs. Les coups de foudre, qu'est-ce qu'un coup de foudre? Alors, c'est tout simplement lorsque l'éclair est porté au sol. Le reste s'appelle toujours un éclair, un intra, un internuageux, appelez-le comme vous voulez, décharge d'électricité atmosphérique. Si bon vous semble, ce qui touche le sol, n'importe quoi à la surface, c'est un coup de foudre, c'est le nom technique. Et c'est entre 400 000 et 1 800 000 selon les années, bien évidemment, puisque, encore une fois, chaque année ne se ressemble pas. Et enfin, au niveau du coût, c'est 1 milliard d'euros, approximativement, c'est 1 milliard d'euros de dégâts pour la France, auquel il faut rajouter 230 millions d'euros, en augmentation toujours à peu près constant, pour les épisodes gréligènes, où là on a un problème important avec la grêle qui est dû surtout à l'influence fort néfaste de centaines de millions de mètres cubes de polluants atmosphériques de toute nature qui changent parfois profondément la chimie de fabrication de la grêle. Vous savez, c'est un peu comme une recette de cuisine. Donc dès qu'il y a un paramètre qui est changé, le résultat est changé aussi. Voilà, ça je vais vous le montrer relativement rapidement, surtout qu'on a un faux jour là, c'est pas super agréable. Donc le nuage d'orage. Le nuage d'orage s'appelle le cumulonimbus. C'est le nom technique du nuage d'orage. Il y en a plusieurs variétés, bien évidemment. Celui-ci est un orage de convection. C'est quoi? C'est un orage d'été tout simple. Il mesure à peu près 12 km de hauteur et en gros c'est une espèce de patate, forme de patatoïde, forme d'environ 60 à 70 km de diamètre. Et là on a quand même quelque chose qui est assez conséquent. C'est l'orage qui va passer et qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure. Bon, ici on a une différence relativement flagrante dans la texture du nuage par rapport à la base. C'est tout simplement la limite de température des 0 degrés. Donc on a notre air chaud et humide qui monte. Arrivé à 0 degrés, ce jour-là, les 0 degrés étaient proches de 4000 mètres. Vous savez, à 0 degré, les molécules d'eau, elles vont se transformer en glace. Là, par un effet de gravité, une grande partie va redescendre et va se situer ici. Néanmoins, les courants ascendants, les courants qui vont porter jusqu'au sommet de cette partie qu'on appelle l'enclume sont très importants. Donc il y en a une autre partie qui va grimper. Et ce sont les hydrométéores, les météores composés d'eau. Ce sont les grêlons. Donc déjà, ça vous apprend une petite chose, là, c'est la répartition. Quand il pleut et qu'il grêle en même temps, ça n'est pas du tout du même endroit que ça tombe. Voilà quelques types d'hydrométéores, voilà quelques grêlons. Ça c'est des grêlons, c'est du local ça. Ça a chuté sur Lanobre, Beaulieu par rapport à ici. Alors au niveau de la foudre, on découvre beaucoup de choses, mais au plus on en découvre, au plus on a de questions. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, avec nos collègues américains, on a découvert ceci, en l'occurrence qu'au-dessus des orages, arrivé à un moment, je vais vous le remettre, le petit film, arrivé à un moment, au sommet de l'enclume, on avait un dégagement énorme. On avait un dégagement d'énergie énorme qui est concrétisé par un flash gamma, tout simplement, et avec un champ magnétique extrêmement directionnel. Et on a carrément la fabrication, l'émergence d'antimatière. Vous connaissez tous l'antimatière, au moins par la science-fiction. Là, c'est la réalité, puisqu'on a l'électron et le positron qui se forment. Donc ça se passe au-dessus des orages. Ça fait partie de nos applications actuelles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a ce flash gamma au-dessus, qui est mesuré, nous, au sol, on va essayer de le faire correspondre avec le type de décharge. Pour l'instant, on a remarqué que ces flashs gamma étaient surtout associés aux coups de foudre de très très forte intensité, qu'on appelle des positifs ou des superbolts quand c'est la gamme au-dessus. Je vais vous le remettre, le petit film, voilà. Donc vous avez le nuage d'orage qui est ici, et vous avez là à peu près à l'échelle. Alors vous voyez, il y a 10 ans de ça, on aurait émis cette hypothèse, ça aurait été complètement impossible à concevoir. À côté, la foudre en boule, c'est rien, même si on ne connaît pas du tout sa nature, mais au point de vue de la conception, c'est rien du tout.
Entre la foudre en boule et la fabrication d'antimatière au-dessus de l'enclume, c'est quand même une marge assez différente. Voilà, bon, le mécanisme du coup de foudre, on se retrouve dessous notre nuage d'orage. À un moment, je vais vous l'expliquer très simplement, on a ceci qui va émerger, qu'on appelle un traceur ou un précurseur, c'est pas le problème. Moi, vous savez, c'est vrai que j'ai pas mal de confrères scientifiques qui sont très attachés aux termes techniques, peut-être que parce que justement en sortant ils se sont un peu perdus, mais vous savez, c'est comme quand on est à table, on peut très bien dire excusez-moi, passez-moi le sel, ou dire passez-moi le chlore de sodium, vous voyez, ça fait beaucoup plus classe, mais personne ne comprend. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je l'appelle parfois la tête chercheuse. Donc c'est exactement ça, c'est une tête chercheuse qui va descendre, qui fait des bonds, à peu près 200 km par seconde. À ce stade-là, c'est totalement invisible. Ce précurseur va descendre, va se propager et arriver à une hauteur, j'ai bien dit une hauteur, pas une altitude, une hauteur d'environ 500 mètres par rapport au sol. Ce traceur va s'arrêter et va faire une petite pause. Alors cette pause va durer un temps plus ou moins variable, ça peut être quelques microsecondes, mais ça peut aller jusqu'à la seconde, voire la seconde et demie. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? C'est une tête chercheuse, il va chercher à accrocher un objectif. C'est là qu'il faut absolument prier le dieu de la théorie. C'est le grand dieu de la théorie qui dit que la foudre va frapper sur le paratonnerre, ou qu'elle va frapper sur le point le plus haut, etc. En définitive, ce processus-là, vraiment final, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Quand quelque chose d'intéressant a été localisé, eh bien un autre traceur, qu'on appelle le traceur ascendant, lui va monter à une vitesse beaucoup plus réduite, 180 km/s quand même. Ils vont aller se connecter. Là, il y a Zeus là-haut qui verrouille le canal. Quand il verrouille le canal, il ouvre le compteur et il envoie l'énergie de foudre. Alors, j'ai bien dit énergie de foudre et pas courant de foudre. Parce que si on parle du courant, on ne parle que de la partie électrique. Or, la foudre, c'est un spectre d'énergie qui est assez considérable. Et la partie électrique, finalement, dans la globalité de l'énergie dégagée, est extrêmement importante, mais par rapport à la totalité du phénomène, elle reste malgré tout modeste. À ce moment-là, le phénomène devient visible, puisque la partie la plus froide du phénomène, qui fait 3 à 5 000 degrés, rend le canal tout à fait visible. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces petites choses-là? Ce sont des traceurs, vous savez, qui cherchaient quelque chose, qui n'ont rien trouvé, mais néanmoins, ils ont ionisé l'air, ils ont ouvert un canal, et l'énergie s'y engouffre et les rend visibles. Un petit peu comme un avion qui tirerait un missile, le missile se perd, mais néanmoins, il a suivi une trajectoire. C'est exactement le même principe. Et puis après, vous avez l'élévation de température, les différences de pression, qui font que vous avez une onde sonore que vous percevez, qui s'appelle le tonnerre, tout simplement. Donc, tant que vous entendez tonner, c'est que tout va bien pour vous. Juste une petite image de terrain, et là on va attaquer un petit peu la foudre en boule. Donc là on était à peu près à 650-700 mètres du point d'impact. Donc vous voyez, ça c'est un coup de foudre très en marge. Je vous ai pris du local, ça c'est du local, très en marge de la cellule. Et puis surtout, ce coup de foudre a eu lieu 20 minutes après la dernière décharge. Donc vraiment en toute fin d'orage, il n'était pas tout à fait mort, il avait encore un petit peu d'expression en réserve. Et quand on agrandit l'image, alors ici on a le canal principal, et puis bon là vous ne le voyez pas peut-être bien avec le contre-jour, mais on a deux petites silhouettes. Là en fait ce sont deux vaches qui étaient côte à côte. Vous voyez, ces deux braves bêtes étaient à une quinzaine de mètres du point d'impact. Alors là le tube coronal, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez le canal électrique, et puis tout autour vous avez une série de canaux, et on peut atteindre le tube coronal, la couronne si vous voulez. On peut atteindre, pour un coup de foudre moyen, on va être autour de 2-3 mètres, mais on peut aller beaucoup plus dans le cas de coups de foudre très importants. Ces deux bêtes qui étaient à une quinzaine de mètres n'ont rien eu. Bon, je vous dis pas non plus qu'elles étaient prêtes à aller faire un concours agricole, Les bestioles étaient quand même nerveuses. L'une des deux avait une très belle cloche qui était perforée d'une dizaine de trous. Donc des trous, on pouvait quand même passer des crayons à papier dedans. Et puis le petit grelot, enfin le tympan comme on dit, a été quand même soudé sur la paroi. Donc la vache, bon, voilà. Néanmoins, il y en avait plusieurs autres animaux. Il y en avait 7 qui étaient tout en bas du vallon et pratiquement 10 fois plus loin, pratiquement à 140 mètres. Et bien ces 7-là, ils ont été tués. Vous voyez, dans le domaine des idées reçues, c'est pas parce qu'on est plus proche, plus loin, ça dépend d'une infinité de paramètres. Voilà. Puis vous voyez, vous avez quelques traceurs au-dessus, là, mais bon, pour l'instant, ça s'est bien passé. Alors, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une étude qu'on a publiée en 2011, qui a été publiée dans 3 revues internationales.
donc qui a été fait conjointement, donc moi je suis participant, mais qui a été fait également c'est une collaboration entre le laboratoire de recherche sur la foudre et l'université de Harvard et le Smithsonian Institute. Donc c'est à ce jour l'étude statistique sur la foudre en boule spécifiquement, qui a été faite en France entre 1994 et 2011, qui est la plus importante à ce jour. Donc vous voyez, c'est un total de 282 observations. Alors quand on parle d'observations, c'est la totalité de ces cas qui ont été enregistrés, non pas en discutant au téléphone ou en allant taper le carton au comptoir. C'est fait avec un protocole extrêmement rigoureux et particulier. Déjà, toutes les auditions sont faites par des gendarmes, qui soient gendarmes, sous-officiers, officiers. On a d'ailleurs quatre gendarmes et sous-officiers qui travaillent chez nous au laboratoire et qui sont là un petit peu par roulement pour y avoir tout le temps quelqu'un, on va dire, en permanence. Et ce sont eux qui sont spécifiquement formés à une méthode criminalistique. Alors on l'a dérivée, hein, c'est la méthode Progrès pour ceux qui connaissent. C'est une méthode d'audition qui consiste en différents paramètres. Et en plus, ces auditions seront faites parfois à 2 mois d'intervalle pour corroborer les deux versions. On a aussi beaucoup de documents. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des documents. Alors, c'est vrai qu'à une époque où on croit que tout est sur Internet, je puis vous dire que les documents les plus intéressants, des personnes qui font des photos parfois de foudre globulaire ou qui arrivent... La vidéosurveillance, pour nous, est une aubaine. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça capte. Alors nous, on s'en fiche du type qui va être en état d'alcoolémie et qui tombe sur la chaussée devant la caméra. Mais quand il y a un bel orage, des caméras qui sont sur des parkings de supermarchés ou choses comme ça, bon ben voilà. Alors nous, on met la main sur ces images, on les prend pour étude, et puis ben, c'est pas des images que vous verrez sur le net. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, parfois, on l'entend de plus en plus, hein, ce sont des gens, vous savez, on leur a enlevé le cerveau, on leur a mis un disque dur, et puis s'ils l'ont pas vu sur Internet, c'est que c'est pas vrai. Alors ça, il faut bien comprendre que il y a la vie théâtrale et puis il y a la vraie vie. Hein. Donc cette étude, elle est extrêmement importante, elle a été rédigée sur ce protocole-là. Donc ce sont des faits qui ont été scientifiquement non seulement avérés. Alors il y a toujours des chagrins qui vous disent « Ah mais un témoignage, ça ne vaut rien ». Alors à ce moment-là, ne nous parlons plus puisqu'on n'aura plus rien à échanger. Hein. Voilà. On fait des mesures. La foudre en boule, même si on connaît très peu de choses, elle laisse des choses quand elle passe. Elle laisse des éléments, que ce soit des perturbations importantes de champ magnétique ou tout un tas de petites retombées que l'on retrouve parfois. Alors, vous voyez, ça c'est un coup de foudre très particulier, on appelle ça un superbolt, costaud. Alors lui, il est parti d'une altitude de 17 km. Et il a frappé, et là pour vous donner une idée, on n'est pas à 800 mètres, on est à 12 km, et la sphère qui est ici, on ne l'a pas classée comme foudre en boule. On ne l'a pas réellement classée comme foudre en boule. Pourquoi ? Elle a duré 1,4 secondes. Alors ça vous paraît très court, 1,4 secondes, mais c'est énorme en durée. Alors ici, c'est pas du tout ce qu'on appelle un power flash. Un power flash, en termes techniques, c'est quand vous avez un coup de foudre qui est proche d'une ligne, vous pouvez avoir une luminescence comme ça par effet Corona. Non, là c'est vraiment sur une zone particulière. Alors là, la zone, elle a été, on a bouclé la zone et on a fait tout un tas d'analyses. Pour vous donner une petite idée, là ça a été plus d'1 mois et demi de travail. Alors c'est récolter de la terre, des échantillons de végétaux, etc. Et donc, on l'a classé pour l'instant comme luminescence orageuse. Alors ça, c'est il y a quelques années, cet état. Voilà. Au point de vue de l'étude que je vous ai montré, la répartition annuelle des observations en nombre, vous voyez qu'à partir du mois de mai, forcément, pour la France, ça épouse l'activité orageuse. Et puis en octobre, il y en a encore quelques-unes. En novembre, on est un petit peu au chômage. Et puis ça reprend en décembre. Le Père Noël en amène quelques-unes dans la haute. La répartition géographique des observations, la majorité sont faites en zone rurale. Voilà. Et d'ailleurs, les meilleurs témoignages que l'on a et les plus précis sont toujours en zone rurale. Les gens des villes, on dirait qu'on leur a ôté le petit fil qui les relie à quelque chose de naturel. Vous savez, dès qu'ils voient une vache, des fois, ils ont peur de voir un tyrannosaure à la place. Ils n'avaient jamais vu. Donc, on a les meilleurs témoignages ici. Donc, en zone urbaine ou périurbaine. Et puis, autre, c'est quoi ? C'est sur des navires ou en avion. La situation des témoins, la majorité l'ont vu à l'intérieur d'une construction. D'autres l'ont vu en plein air, pour un tiers, en aéronef, je vous le disais, et en navire. La situation météo, ça c'est très intéressant. Un peu plus de 10% par temps orageux, mais orage non déclaré. Ça c'est très intéressant. Durant l'orage, c'est l'écrasante majorité. Près de 4%
dans les orages avec la neige, mais on en a 1,4% par temps très clair, y compris par un temps très bleu. C'est pour ça qu'au fil du temps, on a été obligé de mettre en place une catégorie, et notre fierté au laboratoire, c'est d'avoir mis en place, il y a quelques semaines seulement, c'est une première, c'est la première catégorisation observationnelle de la foudre en boule. Alors elle n'est pas restrictive, bien sûr, je vais vous la montrer tout à l'heure, elle peut être complétée au fur et à mesure des cas qui arriveront. Vous voyez, par temps clair, on a divisé en 3 catégories. Vous avez la foudre en boule, qui a une durée de vie relativement courte, et puis une dimension aussi assez restreinte. On a la foudre globulaire, qui peut durer plusieurs minutes et avoir des trajets sur plusieurs centaines de mètres. Et puis après, vous avez le PLOT, P-L-O-T, phénomène lumineux orageux transitoire. Voilà, qui lui apparaît généralement par beau temps ou en périphérie d'un orage. C'est quand il y a des champs électriques très importants ou des champs magnétiques très importants. Nos collègues canadiens travaillent là-dessus, donc on travaille avec eux. Eux, ils travaillent au niveau des failles géologiques, des apparitions lumineuses juste avant les séismes. Ils ont remarqué que ça apparaissait juste avant les séismes. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que dans le cadre des activités, vous voyez, de l'association du réseau Opération Suricat, eh bien, ces 1,4% pour eux sont très intéressants. Parce que là, on peut avoir tout à fait des méprises avec un phénomène aérospatial ou atmosphérique non identifié. L'instant d'apparition du phénomène au cours de l'orage, donc pas forcément suite à un coup de foudre, puisque c'est 74%, simultané à l'éclair et au tonnerre, vous êtes chez vous, bam, il y a un gros crack, et puis là vous avez une boule de feu qui sort. Vous avez quelques secondes après l'éclair ou le tonnerre, ça veut dire que ça a frappé dans le coin et puis qu'elle s'est baladée sur quelques distances, et puis vous avez près de 4%, ça c'est fort intéressant, sans éclair ni tonnerre. Et là, les gens, ils ne penseront jamais que c'est la foudre en boule et ils vont tout de suite le mettre sur le crédit d'autre chose. La durée de vie, c'est très intéressant. Vous voyez qu'en bleu, c'est à l'intérieur et en jaune, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, elle a tendance à vivre plus longtemps qu'à l'extérieur, parce qu'il y a encore une fois toute une variable due à l'environnement. Entre 5 et 10 secondes, la tendance s'inverse. Et supérieur à 10 secondes, on s'aperçoit que les cas de plus longue durée ne sont jamais à l'intérieur, mais toujours à l'extérieur. Supérieur à 10 secondes, ça fait du temps. On ne se rend pas compte comme ça, mais prenez vos doigts, vous comptez 1, 2, 3, ça fait long, 10 secondes. Mais c'est toujours, vous voyez, majoritairement à l'extérieur, et les durées les plus courtes à l'intérieur. Ça aussi, la distance parcourue. Moins de 5 mètres à l'intérieur, c'est la majorité. Très très peu sont à moins de 5 mètres à l'extérieur. Par contre, plus de 5 mètres de distance à l'extérieur, c'est l'écrasante majorité. Donc à l'extérieur, elle dure plus longtemps et elle parcourt de plus grandes distances. Et enfin, totalement statique, c'est près de 10%. Donc vous avez un impact quelque part. Vous avez une sphère qui apparaît, qui va rester 20 secondes et qui reste statique. Vous n'avez pas vu l'impact, mais vous arrivez, vous voyez une sphère qui est statique comme ça, encore une méprise possible. Les dimensions. Là aussi, vous apercevez que dès qu'on est à l'extérieur, les dimensions changent complètement. À l'intérieur, c'est rarement, c'est un quart, mais au-dessus de 10 cm de diamètre. C'est toujours compris entre 1 et 10 cm de diamètre. Alors qu'à l'extérieur, c'est la moitié des cas où on a entre 10 et 30 cm de diamètre quand même. Et puis après, on monte à 30 cm encore au-dessus. Pour l'instant, les plus grosses sphères qui ont été vues, celle que je vous ai montrée sur la photo, la faisait approximativement entre 9 et 11 mètres. Et là, nos collègues russes nous en ont rapporté 2 cas très intéressants où une faisait 12 mètres. 12 mètres, ça, on en aurait une ici en démonstration, vous voyez, ça prendrait de la place. Le bruit perçu également. Vous pouvez constater que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, là on a une petite inversion. On n'a pas de bruit, mais on a plus souvent du bruit à l'intérieur. Ça c'est dû aussi au milieu ambiant qui fait que ça va peut-être jouer avec le lieu en présence. Alors à l'intérieur, sans bruit, on a des crépitements, pratiquement rien dehors. Par contre, au niveau du sifflement, on a plus souvent un sifflement à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis autre. Alors autre, ça peut être une explosion, ça peut être tout un tas de bruits où la personne, vous savez, après c'est sa propre perception. Pour des gens, ça va être un sifflement, pour d'autres, ça va être un cliquetis.
C'est comme des gens qui vont dire, ça c'est orange foncé, puis l'autre va vous dire, non, c'est orange tout court. C'est vrai que on travaille en aveugle. Quand on leur pose la question de la couleur, nous on a un nuancier, mais on ne va pas lui montrer le nuancier parce que lui il ne va pas se fatiguer. Vous savez, l'être humain par définition c'est un gros feignant. Donc si on lui montre 7 couleurs en disant est-ce que c'était une de ces 7 couleurs, tout le monde répondra oui, même si c'était une 9e couleur. Donc d'abord on parle de la couleur et c'est tout à la fin qu'on verra pour le nuancier. La hauteur du phénomène par rapport au sol, ça c'est très intéressant. Entre 0 et 1 mètre, à l'intérieur, elle évolue généralement dans cette hauteur-là. À l'extérieur, vous avez vu, beaucoup moins. Entre 1 et 2 mètres, c'est presque la moitié des cas en extérieur. Entre 2 et 10 mètres, on est pratiquement à 14%. 10 mètres de hauteur, c'est parfois au-dessus de petits arbustes. Et plus de 10 mètres, c'est 10%. C'est énorme, 10%. Alors, imaginez, vous avez un cas de foudre globulaire, vous avez un impact. Vous avez une sphère qui fait 3 mètres de diamètre, qui évolue sur 400 mètres pendant 20 secondes à plus de 10 mètres de hauteur. Je vous fiche mon billet de me dire si quelqu'un va penser à la foudre en boule. Alors, comment s'est terminée l'observation du phénomène? Alors, disparition instantanée, écrasante majorité en intérieur, pas du tout à l'extérieur. Et ça s'explique naturellement du fait qu'il y a un relief, elle peut passer derrière le bâtiment et vous la perdez de vue. Donc, ce qui est autre, c'est tout simplement quand on la perd de vue, quand on a disparu du champ de vision. Vous avez autrement le claquement sec, souvent à l'extérieur, enfin souvent 7% plus qu'à l'intérieur. L'explosion avec dégâts, ça arrive. Le passage par une ouverture, souvent dans les maisons, elle va passer sous la porte. Pour autant, parfois, elle va changer de forme. Elle va devenir oblongue et elle va passer dessous ou passer par le trou d'une serrure, ça arrive. Alors rassurez-vous, nous on prend ces données non seulement très au sérieux, mais pourquoi? Parce que les 16 chercheurs, ingénieurs et techniciens du laboratoire, comme on est souvent sous les orages, je ne vais pas dire qu'on la voit tous les jours, ce serait vraiment mentir, mais chacun on la voit 1 ou 2 fois par an, histoire de se faire un petit coucou comme ça. Voilà, et puis il n'y a rien ni de surnaturel, ni d'exceptionnel. Quand vous faites plusieurs dizaines d'orages annuels, c'est tout à fait normal de les voir. On a des sites d'expérimentation, on a un site d'expérimentation en Arizona et au Nouveau-Mexique, où là on la voit particulièrement, et on a des vues extrêmement importantes et dégagées pour pouvoir les voir. De même que par ici, dans le Cantal, pourquoi il y a des gens qui nous disent « mais pourquoi vous êtes venus dans le Cantal ?» Qu'est-ce qu'on irait faire dans une grande ville? Déjà on a des super fromages, c'était une bonne raison pour venir, Et puis regardez, on a des gens qui sont sympathiques et tout. Monter quelque chose comme ça dans une grande ville, ça serait pratiquement pas possible. Et puis parce qu'on est tranquille pour mettre notre instrumentation. Le seul cas de vandalisme en 5 ans qu'on ait eu sur les matériels qui sont disséminés, c'est une brave vache qui avait léché l'objectif de la caméra. Donc voilà, on n'a pas porté plainte pour ça. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle le poster, c'est la publication. Donc la catégorisation visuelle et observationnelle de la foudre en boule, donc avec la catégorie 1, foudre en boule, en 2, la foudre globulaire, et en 3, le PLOT, 3 images, donc ce sont des images de synthèse, bien évidemment, mais qui sont là absolument pas pour dire, voilà, si ça ne rentre pas là-dedans, ça n'est pas ça, c'est simplement le début, peut-être, d'une longue histoire qui va être une espèce d'étalon, et par contre, ça n'est surtout pas à montrer dans le cadre d'un interrogatoire, d'une discussion pour enregistrer des cas. Parce que la personne, là aussi, va être tentée de vous dire, non, c'est plutôt celui-là, même si c'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, voilà le résultat. Et là, ça a été basé, celui-ci, sur 396 cas. Parce que si vous allez sur le site internet du laboratoire, vous allez voir que vous pouvez consulter en ligne une rubrique qui s'appelle témoignages et où vous pouvez déposer le témoignage. Alors on répond toujours, parfois c'est pas très intéressant parce qu'on a aussi de plus en plus des farfelus qui s'amusent à nous faire des messages en nous disant j'ai vu ceci, il y en a qui n'ont pas de temps à perdre, qui ont du temps à perdre donc ils le font. Mais on a en moyenne des cas extrêmement intéressants, c'est 1 tous les 15 jours environ. Et là on déplace l'enquêteur, on déplace le matériel, et puis on a parfois des choses, on a des cas de foudroiement avec l'apparition d'une foudre en boule qui arrive au milieu de la pièce. On en a eu un il y a 1 mois et demi, et la sphère a littéralement explosé, elle a projeté tout un tas de petits débris. Alors bien entendu, du pain béni puisque la personne n'a rien touché. Il y a eu un tout petit début d'incendie, donc ça a été appelé. La brigade de gendarmerie est arrivée, parfait pour nous, ça a gelé la scène, on a pu récolter les éléments, et là c'est vraiment très intéressant puisque ça nous permet de mettre en évidence tout un tas
2 choses. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la foudre en boule. Est-ce que vous avez des questions particulières? On va vous donner le micro, monsieur, ça sera plus facile. Comme ça, tout le monde en profite. Oui, vous nous expliquez qu'il y a une foudre, il y a un événement chercheur du haut... Le traceur. Le traceur, du haut vers le bas. Ou du bas vers le haut. Et du bas vers le haut. Enfin, moi, j'ai compris qu'il y avait les deux. Oui, tout à fait. C'est une rencontre amoureuse entre la décharge qui descend et celle qui monte. Vers 500 mètres à peu près, et puis ensuite du bas vers le haut. Dans la majorité des cas, il y a des variables. Hein. Voilà. Vous avez parlé d'éléments plus importants. J'avais entendu dire avant qu'en fait, la foudre cherchait le chemin le plus facile. Oui, ça c'est la théorie. Donc ça, c'était ce que je connaissais avant, et ça me paraissait assez séduisant, hein, comme mathématiques, tout ce qui est simple et juste. Là, les critères de recherche, ils sont basés sur quoi? Parce que si c'était le chemin le plus facile, l'usage d'un parafoudre paraît évident. Un paratonnerre. Un paratonnerre, voilà. Paraît évident, mais s'il y a d'autres critères qui nous échappent, à ce moment-là, ça veut dire que le paratonnerre perd en proportionnalité des événements qui ne respectent pas l'intérêt d'un parafoudre. Et a priori, les chiffres montraient que le paratonnerre a un usage intéressant, mais pas systématique, hein, puisqu'on n'est même pas dans 50%, on a l'air d'être dans les 15%. À peu près. Donc ça nous laisse quand même 85% de chances de prendre de la foudre, même si... Non, c'est... Ailleurs ou à côté. Voilà. Non, ce qu'il faut bien savoir, c'est que là, vous parlez par rapport aux règles de l'électricité. Oui, alors... La foudre, ça n'est pas que ça. Voilà, vous avez laissé supposer qu'en fait, il n'y a pas que l'électricité. Ah non, d'ailleurs, nous, physiciens des orages, allez, c'est un petit nom entre nous, mais qui est une réalité. Hein. On l'appelle d'ailleurs non pas décharge électrique, même si ça en est une. Donc en fait... On appelle réaction thermonucléaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez la foudre qui va frapper quelque chose, elle va irrémédiablement transformer la matière et souvent, parfois, jusque dans ses plus intimes retranchements. D'accord, donc en fait, le cheminement le plus simple, ça semble être un cheminement électromagnétique. Et là, en fait, la recherche, elle serait basée pas simplement sur un événement électromagnétique, mais d'autres événements. Absolument. Et donc, ce sont ces autres événements qui ont l'air majoritaires dans le choix de décision du tracé. Absolument. Une simple, comprenez ce que je veux dire, mais une simple décharge électrique atmosphérique ne va pas générer un flash gamma avec la fabrication, l'émission d'un positron et d'un électron. D'accord. On est d'accord? Alors, vous avez parlé de flash gamma. C'est de la réaction thermonucléaire. On a la matière-antimatière. Oui. Ce que je sais, c'est qu'on essaie de faire de l'antimatière dans le synchrotron en Suisse. On en a de naturel. Ça dure extrêmement peu de temps. C'est un élément rarissime. Là, a priori, on en fabrique en grande quantité. Alors non seulement c'est pas rarissime, durant chaque orage, il y en a plusieurs, pour le même orage, mais en plus maintenant, le travail s'effectue avec la sonde que vous devez connaître, puisque vous m'avez l'air versé un petit peu en science, qui s'appelle Fermi, le télescope Fermi, qui permet, lui, avec ses détecteurs de flash gamma, il y en a une partie qui travaille sur les flash gamma d'origine cosmique, bien évidemment, c'est son travail premier. Voilà, moi je savais qu'il y avait des recherches sur les flash gamma qui donnent des informations sur la présence de trous noirs et autres, mais alors ça veut dire qu'on oriente les satellites non plus vers l'extérieur, mais maintenant vers l'intérieur. Ah mais attendez, on a une très très bonne cartographie de Mars ou de Vénus, mais on connaît nos océans jusqu'à une profondeur moyenne de 300 mètres. Il serait peut-être temps de connaître un petit peu plus notre planète. Il faut avoir les détecteurs associés aux flash. Ah bon, on les a bien pour faire autre chose. Les détecteurs gamma, ils ne sont pas sortis en 2009. Hein. Vous avez des satellites qui vous sont propres? Non. Ah bah non. On a du temps d'utilisation dans le cas de programmes conjoints sur ce type de matériel. D'accord. Et... Ils mettent en fait un satellite ou une sonde, ou appelez-le comme vous voulez, parce qu'on l'appelle, son vrai nom c'est le télescope Fermi. Mais pourquoi on ne dit pas télescope? Pour pas qu'il y ait confusion, parce que lui il observe, mais dans la frange du gamma. Tout simplement, les gens, quand vous dites télescope, ils pensent toujours optique. Comme Hubble. Pour la majeure partie du public, il n'existe que Hubble en télescope autour de la Terre, alors qu'il y en a d'autres. Il y a Herschel, il y a Hipparcos, etc. Et ces flashs gamma associés à la présence de matière et d'antimatière, l'un des questionnements, c'est de connaître la proportionnalité de la matière et de l'antimatière. Est-ce qu'on a la même proportionnalité de création de matière et de création d'antimatière lors de ces flashs? Alors, pour l'instant, d'après ce qui a été détecté, pour l'instant, c'est à peu près identique.
D'accord. Donc on n'a pas une presque parfaite proportionnalité. Puisque la science aujourd'hui nous laisse supposer qu'il y avait autant de matière que d'antimatière, et pour des raisons qui nous sont inconnues, l'antimatière... Il n'y a pas de déficit, mais pourtant il y a un problème qui se crée quand même. L'antimatière a disparu, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente sous une forme autre, mais elle a disparu de l'observation, et on n'observe aujourd'hui que la matière. Donc là, vous semblez souvent nous expliquer qu'il y a un phénomène naturel qui permet de créer autant de matière que d'antimatière, mais à terme, l'antimatière disparaît-elle et reste-t-il présent la matière dans l'espace? Alors, qu'en est-il de cette antimatière? Là, l'antimatière, elle échappe au détecteur après. Justement, c'est pour ça qu'il y a de nouveau le satellite français, européen, Taranis, vous en avez peut-être entendu parler, qui va travailler sur les orages, va être dédié spécifiquement pour ça. Normalement, ce que je sais, la présence de la matière et de l'antimatière génère de l'énergie. Ah mais là, on a 3 problèmes. On a celui-ci, on a aussi le dégagement du flash gamma qui fait que toute forme de vie pris dans ce flash avec cette puissance devrait être anéantie. Alors, est-ce que le flash on est toujours là. Est la résultante de la présence de la matière et de l'antimatière et de leur interaction, ou est-ce un événement tierce? On vous répondra quand on le saura. Là, on atteint les limites de ce que l'on sait, c'est très récent, et je vais vous dire une chose, ça n'intéresse pas grand monde. Pourtant, c'est capital. Enfin, ça intéresse pas grand monde, dans la mesure où on a fait un accélérateur de particules qui coûte quelques centaines de milliards. Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de ce genre de travail. Non, mais l'antimatière intéresse énormément de personnes. Oui, mais là, on a un phénomène naturel. Mais ça peut être un outil gratuit. Ça peut être un outil gratuit, ça coûterait bien moins cher qu'un accélérateur de particules, par exemple, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, quand vous allez voir des gens qui, eux, sont des personnes qui ne savent remplir que des tableaux Excel avec des balances financières, et vous dites, voilà, ça serait bien d'avoir un petit peu de fric pour travailler dessus. Ah non, oulala, c'est dans les nuages, oulala, voilà. Ah, pourtant, ils sont souvent dans les nuages aussi. Oui, non, ils ne sont pas dans les nuages. Dans les nuages, nous on appelle ça des tronches molles, mais non, ils ne sont pas dans les nuages. Ils sont dans leur petit tableau Excel, et puis surtout à avoir le doigt sur la couture et être bien noté à la fin de l'année. C'est plutôt là-dedans qu'ils sont. Voilà, mais c'est un autre sujet. Votre question était très intéressante. Les boules de lumière, je suis venu à cette présentation, ça m'interpellait parce qu'en fait, mon père m'en avait parlé, il avait observé ce phénomène quand il était tout petit, vers l'âge de 10 ans. Comme beaucoup de personnes. C'était dans une ferme. Alors, je n'en ai pas parlé, mais on a aussi parfois des variations. C'est-à-dire qu'on a la disparition de la lumière pour avoir quelque chose qui a un aspect solide. Et ça dure très 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 peu de temps. C'est inférieur à la demi-seconde, ça devient comme solide, généralement de couleur ou brique ou plombée, et là ça éclate. Non, mais là c'était, enfin, de son témoignage, elle avait duré plusieurs secondes. C'était original. Donc on a aussi la connaissance du capitaine Haddock et du professeur Tournesol. Et Tintin surtout. Vous oubliez Tintin quand même. Et c'est le professeur Tournesol qui se trouve entouré du phénomène. Mais c'est assez bien représenté, ça pourrait très bien arriver. Vous savez, on voit le professeur Tournesol qui est soulevé et qui se retrouve sur la table. Dans les cas de foudre en boule ou de foudroiement extrêmement fort, mais sans foudre en boule, je veux dire, sans foudre globulaire, on a des cas de transport de matériaux ou de personnes qui peuvent se retrouver. Le type, il est debout ici, il va se retrouver à 5 mètres. Est-ce qu'on a une idée de la composition de cette matière, sachant que la foudre est composée de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, et qu'en plus, visiblement, elle va se nourrir du milieu ambiant où elle est. Alors elle va absorber, elle va dissiper. Alors, là, je ne peux pas vous en dire plus, on est en train de travailler dessus. C'est secret, c'est pas encore publié, donc exactement. On ne va pas vous piquer les idées. Non, c'est pas piquer les idées, c'est que voilà, vous savez, c'est quand même, il faut être quand même assez strict. C'est des milliers d'heures de travail, c'est des milliers de kilomètres parcourus dans le monde, c'est énormément de travail, de la prise de risque parfois. Donc on ne parle pour l'instant de ce que l'on sait. Vous savez, entre l'intime certitude et le prouvé, il y a toujours un océan. Donc on pourrait parler des heures de ce que je pense en tant que physicien et de toutes les mesures que l'on a faites, qui sont enregistrées, etc. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Alors, dans votre présentation, il y a un manque important pour moi, c'est la quantité d'énergie qui est dissiper lorsque il y a un flash. Bon, il y a des flashs de différents grosseurs. Dans quelle gamme du spectre? En joule. À ce moment-là, c'est
en général, l'énergie se finit par se transformer en chaleur. Voilà. Donc on n'a qu'à prendre les joules et ça sera... Alors déjà au niveau des températures, la partie la plus froide elle fait 3 4 000, 5 000 degrés, la partie la plus chaude on peut monter à 55 000, 60 000. Et là vous voyez qu'il y a des règles, je me permets de soulever un contre-feu. Il y a des règles qui ne s'appliquent pas parce que quand un coup de foudre fait 60 000 degrés, expliquez-moi comment l'arbre ne prendra pas feu à 60 000 degrés. Ou comment deux personnes qui sont côte à côte, l'une va être éjectée à plusieurs mètres et va être en train de finir sa combustion, et la personne à côté, qui est à quelques dizaines de centimètres, n'aura aucune brûlure. Par analogie, si vous mettez votre doigt sur une bougie peu de temps, ça ne va pas vous brûler. Si vous la laissez un moment, ça va... La bougie, elle fait 400 degrés. Essayez avec 60 000. Mais 60 000, est-ce qu'on est encore... ce sont des températures du fait de l'ionisation. Là, c'est du plasma. Non mais d'accord. Mais 60 000 degrés, essayez. Je n'ai pas essayé, j'ai pas encore... Voilà. Voilà. Donc, au niveau de la mesure d'énergie, en plus, elle est variable selon la longueur du canal et selon les endroits du canal. Donc, de toute façon, il va y avoir en plus le choc en retour qui va se produire au niveau du sol. Là, on va avoir la donne qui va changer. Donc, moi, là, je le dis franchement, je suis extrêmement méfiant avec les mesures d'énergie. Surtout qu'elles sont faites avec des matériels à un instant T, ce qu'il faudrait faire en fait pour avoir un bon retour, qui ne soit pas trompeur, parce que les mesures que l'on effectue ne correspondent pas parfois aux dégâts. Les capteurs sont inappropriés aujourd'hui. Oui. Ou du moins, ils ont une marge d'erreur qui est tellement importante que... Ils ont une inertie qui n'est pas appropriée à la vitesse de l'alignement. Non, c'est pas une question d'inertie, c'est une question de capacité de mesure et puis surtout d'étendue du spectre. Tout simplement. Donc on ne mesure qu'une partie. On n'a pas un bon tamis. Voilà, on n'en mesure qu'une partie. On laisse passer de côté. Voilà. Regardez dans l'inconscient collectif, la foudre, ça n'est que l'électricité déjà. Voilà. Exactement. Alors ça en est une bonne partie, mais c'est pas la totalité des choses. Et donc, globalement, moi, j'avais entendu quand j'étais gamin, avec un coup de foudre, on peut faire bouillir, on peut porter à une ébullition une casserole. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est beaucoup plus qu'une casserole? Est-ce que c'est un chaudron? Est-ce que c'est un petit dé à coudre? Mais je peux vous dire que j'ai déjà eu 6 ou 7 mètres carrés de béton armé vitrifié, semi-transparent. Donc, la casserole, on ne la retrouve pas non plus. C'est beaucoup plus important. Bien sûr. Voilà. Donc, non, mais ça, c'est rien du tout. L'image classique qu'on peut donner, qu'on peut entendre un peu partout, à l'école ou autre, qu'un enseignant non qualifié dans cette science vous donnera, c'est en général, ça fait bouillir une... C'est surréaliste. C'est ce que j'ai entendu. La partie électrique, rien que la partie électrique, c'est les 58 réacteurs, en moyenne, pour un coup de foudre moyen, c'est les 58 réacteurs nucléaires qui tournent simultanément à plein régime. Alors, donc la casserole est le bout. Sur cette base de quantité d'énergie, il y a des gens, il me semble, qui réfléchissent à la récupération de cette énergie. La question qu'on me pose souvent en Auvergne. Ils sont près de leur sous. Non, mais il n'y a pas qu'en Auvergne. De l'énergie, il y en a beaucoup. Il y a relativement peu d'énergie qui atteigne le sol. Et puis en plus, très court en temps. Quand on regarde un orage, finalement, le nombre d'impacts est assez faible. Par contre, le nombre de propagation de flash entre nuages, lui, est intense. Moi, je vis sur Montpellier, et assez régulièrement, on a des événements orageux qui durent des heures, qui sont en haute altitude, puisqu'on entend relativement peu de coups de foudre. Donc on assiste en fait à un événement lumineux, intense, très fréquent, avec des éléments de foudre quasi permanents. On aura presque plus de lumière que de moments sombres. J'en ai vécu un il y a quelques mois, ça dure des heures, c'est super agréable, que vous en voyez plein. Alors, durant ces forts événements, vous avez aussi des flashs qui tombent. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pensais que ces flashs allaient rééquilibrer les niveaux d'énergie entre le nuage et la Terre, et pour autant, malgré le rééquilibrage supposé, les flashs continuent toujours à tomber au même endroit. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique pour moi. Voilà. Je n'ai pas l'explication. Je ne peux pas vous l'apporter non plus. D'accord. Mais comme j'aime à le dire, on connaît beaucoup mieux
le processus de vie et de mort d'une étoile dans notre galaxie que le processus de la foudre. Et encore pire pour la foudre en boule. D'accord. Donc, capter l'énergie, c'est le but de la question. Capter l'énergie, on va les laisser rêver avec ça, déjà d'une part, premièrement. Et puis deuxièmement, vous savez, on cause déjà assez de dégâts. On a environ 2000 orages qui gravitent simultanément autour de la Terre. Ils sont là aussi pour réguler le champ électrostatique terrestre. Si demain il n'y avait plus du tout d'orage à la surface de la Terre, en quelques dizaines de mois, toute forme de vie disparaîtrait. Alors là, vous avez une réflexion de scientifiques qui pensent que la nature s'auto-stabilise par ces phénomènes de foudre. On le sait aussi par ces phénomènes de convection aérolie. Et il y a des gens qui ont commencé à faire des calculs sur l'impact des champs éoliens. Alors là, on change un petit peu de domaine, mais les champs éoliens réduisent les courants d'air. Bien sûr. Vont avoir un impact sur le climat. Bien sûr. Mais bon, ça c'est pas encore calculé, et puis c'est un peu... Non, c'est pas calculé, mais c'est idiot de penser qu'un système, quel qu'il soit, on s'en fiche que ce soit une éolienne ou autre chose, ne modifie pas. Ça, vous posez ici quelque chose, vous allez réduire le volume d'air alloué à la salle, donc vous modifiez un paramètre. Donc un champ d'éoliennes ne vont pas faire que ça. Ils vont aussi, moi je sais qu'on a de l'instrumentation qui a été perturbée par certaines éoliennes parce que ça crée des champs électriques. C'est une grosse bobine, hein. Voilà, il y a déjà ça. Et puis après, il y a tout un tas d'autres considérations, qui n'entrent pas dans le débat, là, si vous voulez, mais bien sûr, oui. Ça va aussi provoquer un rafraîchissement de l'air par le brassage des masses d'air. Donc ça va agir au niveau des molécules d'eau. Donc ça va changer localement la densité de l'air. Alors, les phénomènes orageux, c'est un phénomène d'interaction entre le sol et les nuages. Est-ce que l'activité solaire a un impact, même si on est protégé par la couche de Van Allen? Est-ce que pour autant le Soleil interagit sur l'orientation ou pas? J'allais vous dire oui. C'est pas probant quand on regarde ce qu'on appelle le nombre de Wolf, donc l'activité. Néanmoins, les Allemands, dans les années 30 et 40, ont beaucoup travaillé sur ces phénomènes-là. Et on s'aperçoit que lors des grands pics d'activité, donc tous les 11-12 ans, les grands pics d'activité solaire, on a une recrudescence des orages au niveau terrestre. Quand il y a une activité solaire supérieure. Ouais, alors, on regarde, pour l'instant c'est des hypothèses, mais peut-être que justement ces flashs gamma sont là pour un petit peu stimuler les ceintures de Van Allen, de façon à avoir un espèce de système d'auto-réparation de bouclier de protection par rapport aux particules du vent solaire. D'accord. Voilà, ça fait partie des hypothèses en cours. D'accord. On a une solution pour protéger la Terre plus tard. Voilà. Bien, on va peut-être passer le micro s'il y a d'autres questions. Parfois, on entend parler. Malheureusement, il va passer le micro derrière, ça va vous venir tout de suite. Il va vous l'apporter. Juste par rapport à ce qui a été dit là, qu'est-ce que c'est que le Van Allen? C'est des ceintures de protection. Imaginons, on va le faire simple, imaginons une série de couches de protection qui sont autour de la Terre, et heureusement qu'elles sont là. Ça empêche, si vous voulez, la plus grande partie des particules solaires et cosmiques de rentrer. Un petit peu moins au pôle, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les aurores boréales ou les aurores australes, les aurores polaires, tout simplement. D'accord. Sinon, une petite question, je n'ai pas trop saisi quelle est la différence entre la foudre globulaire et la foudre en boule. Taille et durée de vie. D'accord. On a mis 3 gammes. D'accord. Quand c'est supérieur à 20 à 30 secondes, on va le mettre dans la catégorie foudre globulaire. Et quand c'est au-delà d'une douzaine de centimètres, on le bascule aussi pour mettre 3 catégories distinctes, tout simplement. D'accord. Voilà. Monsieur devant avait une question. Comme ça, tout le monde en profite. D'accord. Parfois, on entend parler de jet bleu et de sprite, ou de farfadet. Est-ce que c'est un rapport avec ces flashs gamma? Non, c'est dissocié. C'est dissocié. Ça, c'est encore c'est d'autres phénomènes. Voilà. Ils ont été découverts en 1991. Eux, ce sont des phénomènes qui sont directement liés au sommet de l'enclume. Alors là aussi, mais ça part à des altitudes beaucoup plus conséquentes. Et voilà, ça, on ne connaissait pas. Vous voyez, en 91, c'est pas si vieux. On découvre les farfadets, les jets bleus, les sprites, tout ça, les fontaines. Et puis, regardez maintenant. Flash gamma, l'émission électron-positron, la ligne linéaire du champ magnétique, on trouve pas mal de choses. Donc, on en reparlera d'ici 4-5 ans. Donc, il y avait un dessin sur le micro.
vous avez un dessin, le flash gamma est un vecteur assez fin, a priori. Est-ce que son orientation, son vecteur, est définie par des conditions de forme du nuage ou est-il aléatoire? Pour l'instant, on n'a pas trouvé de rapprochement. Si je vous dis aléatoire, ça veut dire que ce serait prouvé. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de constante. Déjà, on sait qu'il va du haut vers le bas. Affirmatif. Enfin, pardon, inverse, du bas vers le haut. Pardon. Il monte vers l'espace. Oui, il part de l'enclume, du sommet de l'enclume, et il monte. Alors, il est rarement, pour l'instant, ce qu'on a vu, il est rarement totalement vertical. Il a toujours un angle quand même. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi il a un angle. D'accord. Alors, on sait déjà qu'il ne va pas du haut vers le bas. Ah non. D'accord. On le détecterait au sol. D'accord. Voilà. Allez, je vais en prendre une ou deux dernières, et puis après on continuera si vous voulez, pour pas vous retarder pour ceux qui veulent faire autre chose après. Habitant dans le Cantal, comment on fait pour observer ces orages sans trop... Et dans une voiture déjà, est-ce que ça... Bon, qui dit orage dit danger, hein, d'accord? Donc ça c'est une chose qu'il faut savoir quand même. Bon, dans une voiture, est-ce qu'on est protégé? Une voiture est un bon abri, mais c'est pas une protection totale. Hein. Vous pouvez avoir de gros soucis dans une voiture. Hein. Adolescent, pas très loin de chez moi, il y a un orage qui est tombé. C'était une voiture qui l'a pris, ça a été dense. La voiture était calcinée. Ah oui. Donc, on pense à la cage de Faraday. Alors, ça s'appliquerait, je me permets de vous couper, ça s'appliquerait, encore une fois, c'est la preuve formelle que si on avait la partie électrique. Voilà. Allez, surtout qu'une cage de Faraday, la voiture n'en est pas une, hein. Elle y ressemble. Il y a de moins en moins de métal. Voilà, en plus. Mais bon, une voiture, on va dire, est un bon abri, mais c'est pas une décapotable, hein, bien sûr. On l'enlève tout de suite, celle-là. Mais, comment dire, c'est pas de la photo animalière, quoi. Faut faire attention, ou simplement de l'observation visuelle, mais faut faire attention, il faut avoir quand même une certaine distance par rapport à l'orage. Après, il peut toujours arriver un souci. Une voiture est une relativement bonne protection, mais il ne faut pas se croire dans un blocos. Voilà. Il y en a une dernière là-bas. Et après, on continuera à discuter si vous voulez. J'avais encore une chose à vous dire, et puis terminer. J'ai entendu qu'il y avait une interaction donc, lors de la foudre entre le sol et les nuages. Oui. Mais sauf erreur, il y a aussi une projection qui se fait dans votre sens, direction de l'espace. Mais c'est ce qu'on a parlé pendant un petit moment. Donc, alors on peut toujours dire qu'il y a interaction entre le sol et les nuages? Bien sûr. Il y a une interaction électrique de ionisation et puis pour tout le restant du spectre du phénomène, mais pour autant, ça ne s'arrête pas à cette partie-là et il y en a considérablement au-dessus encore. C'est très riche au-dessus. Hein. Vous avez vu la liste qu'on a fait maintenant, on l'a bien agrandi, on a au moins 7 ou 8 phénomènes différents au-dessus et on en a presque autant en dessous. La partie, c'est vraiment la partie, en fait, je pense même que c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qui se passe au niveau du sol. Est-ce qu'il y en aurait à l'intérieur qui sortirait ni en haut ni en bas? Ah oui, oui. Ça, on a des phénomènes qui sont uniquement concentrés à l'intérieur. Avec des intras. On a des intras, par exemple, des intras, ou même parfois des inters avec des choses un petit peu bizarres. Alors là, c'est très difficile pour avoir les détecteurs pour ça. Voilà, bah écoutez, on pourra se retrouver, pourquoi pas, tiens, autour d'un café, c'est pas du tout un problème. S'il y en a qui veulent continuer l'aventure, comme je le dis toujours, parce que chaque année on monte des opérations qui sont liées à la prévention. Donc pour faire ces opérations, malheureusement on ne peut pas toujours se les mettre sur les lignes budgétaires, donc on se fait une petite cagnotte pour ça. Si certains veulent continuer l'aventure, vous pouvez aller au stand du laboratoire. Il y a au moins 2 bouquins sur les orages qui peuvent peut-être vous intéresser. Et puis on en a mis un en prix spécial là, qui est à 20 € au lieu de 30 pour le salon. Et puis je me ferai un plaisir de vous les dédicacer puisque c'est moi qui ai eu l'honneur de les écrire, ces 2 dernières publications. Vous trouverez surtout dans les chroniques de la foudre et des orages infiniment de cas sur la foudre en boule. C'est des rapports qui ont été extraits, qui ont été mis dedans pour ceux que ça intéresse, donc n'hésitez pas à venir me solliciter, voilà, ou aller voir Monsieur Moretti qui est à la caméra là, avec le t-shirt du laboratoire, puisque c'est un des enquêteurs de notre unité. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très très bonne fin de journée.